Avec Robin Rivaton, directeur général de Stonal, et fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, auteur de Sourions. Nous sommes filmés aux éditions Alpha. Gaël Slimane, le président d'Odoxa pour le baromètre mensuel avec AJP, Challenge et BFM Business. On va regarder, après les doutes des sondés sur nos capacités à tenir nos engagements et mobiliser les efforts budgétaires, qu'est-ce qu'on fait? Ce sera la suite de l'enquête de ce mois-ci. Et Stéphane Van Nuffel, fondateur de SVH Conseil. Alors voilà les éléments d'hier. Améline Montchalin était sur Sud Radio. Elle est quand même ministre des Comptes publics. On va devoir faire pause sur certaines dépenses publiques. Bon, ça veut dire année blanche. On gèle les prestats sociales, les pensions de retraite et les barèmes de l'IR. Ça fait 5,7 milliards à calculer l'Institut des politiques publiques, dont 3 milliards uniquement avec le gel des pensions de retraite, si on part sur l'idée qu'on a 1,3% d'inflation. Yael Braun-Pivet a pris la parole hier. Elle a dit les impôts, malgré... Oui, on pourrait supprimer l'abattement de 10% des retraités. 4,6 milliards quand même, l'abattement de 10% des retraités. Tiens, la CSG, c'est tellement facile. Assiette super large, taux relativement bas, moins de débats sur la CSG qu'il n'y en a sur la TVA, un petit point de CSG, un petit 14,6 milliards qui arrive comme ça, clac, principalement payé par les actifs et les retraités, mais aussi d'ailleurs les revenus de remplacement, comme par exemple les allocations chômage. Puis elle a aussi sorti les successions au-delà de 13 millions d'euros. Ça, c'est le côté taxons les riches. Et puis Bercy prépare, vous savez, le successeur de la CDHR, qui était la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui s'est ajoutée à la CEHR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus datant de 2011. Et là, une sorte d'ISF qui ne dit pas son nom se prépare pour 2026, pas en tapant les revenus, mais en tapant les patrimoines a priori au-dessus de 2 millions d'euros. Et vous retrouvez dedans à peu près tous les éléments constitutifs de l'ancien ISF, jusqu'à l'abattement de 30% sur la résidence principale. Bon, voilà, c'est la journée d'hier, ouais. Ça. Et alors, le coup de l'année blanche, c'est intéressant parce que vous vous avez demandé comment c'était perçu. On a déjà testé à peu près tous les impôts possibles dans le cadre de ce baromètre économique mensuel que nous réalisons ensemble. Et donc, on avait déjà testé les précédents impôts. Juste la TVA, alors ce qu'on sait, c'est que c'est celui qui rapporte le plus à l'État. Ce qu'on sait peu, c'est que pour avoir sondé les Français sur le sujet depuis 20 ans, c'est l'impôt, ils le savent bien, eux, c'est ce qui rapporte le plus, c'est l'impôt le plus impopulaire. Oui. Quand on demande aux gens quel est l'impôt qui leur met le plus les boules, qu'ils ont le plus envie de voir baisser, qu'ils exigent de voir baisser, surtout qu'ils ne supporteraient pas de voir augmenter, il y a la TVA, parce que tout le monde la paye, parce que c'est flat, parce que finalement ça touche au moins autant les plus pauvres que les plus riches. Mais proportionnellement, davantage effectivement les revenus modestes qui consacrent plus d'argent à la consommation en proportion. Et donc en proportion ça les touche plus, en pourcentage ça les touche autant. Enfin bref, c'est un impôt. Et pourtant il est bien planqué. Il est bien planqué, là. Il est bien planqué, mais si on leur dit, 1% de TVA, ça rapporte énormément. 9 milliards à peu près. Ça a l'air de pas être grand-chose, un petit pourcent comme ça, mais les gens le sentent quand même. Et donc, à peu près tous les impôts, on y est hostile. On était devenus en France plutôt plus pro-business qu'avant et moins favorable à taxons les riches qu'avant. Ça avait baissé. Et puis maintenant qu'on se dit que tout le monde va devoir faire un effort, l'idée de taxer d'abord ceux qui ont le plus de sous remonte en flèche en disant quitte à ce qu'on souffre un petit peu, j'aime autant que mon voisin riche souffre un peu plus que moi, parce que le riche c'est juste celui qui gagne 2 fois plus que soi quand on regarde dans les enquêtes à partir de où on situe le seuil de richesse. Et puis on en arrive à cette année blanche. Alors l'année blanche, ça concerne pas tout le monde. En tout cas, c'est quelque chose qui est qui passe plus facilement que les autres impôts. Donc on est à 50-50 sur l'acceptation. Compte tenu du contexte, compte tenu du fait que réduire la dette et les déficits c'est important, on a 50% de Français qui disent ok, quand on leur explique ce que c'est, je veux bien. Quand on explique ce que c'est, voilà. Oui, parce que si on parle d'année blanche comme ça, les gens vont pas trop comprendre. Ils vont croire qu'il va neiger. Ils vont croire qu'il paye plus d'impôts. Ils vont croire qu'il va neiger. Donc, on leur explique que cela consistera à conserver le budget 2025 pour l'année 2026 sans ajuster les dépenses publiques sur l'inflation, comme c'est habituellement le cas. Les prestations sociales, comme les pensions de retraite, les aides au logement ou les allocations, ne seraient plus revalorisées en fonction de l'inflation en 2026. Donc, comme toujours dans ces cas-là, les gens qui se sentent un peu concernés disent qu'ils sont contre. Logique. Les gens qui se sentent un peu moins touchés par le problème disent qu'ils sont pour.
Donc on a une variable sur le revenu, on a une variable sur selon qu'on est salarié ou inactif et donc que l'on bénéficie de ces prestations sociales. On a évidemment les retraités qui voient ça d'un moins bon œil. Et puis après, il y a une variable politique qui joue. Les sympathisants de gauche sont contre, les sympathisants de droite sont à fond pour. Donc vous avez une des rares mesures liées à de la fiscalité qui ne suscite pas une levée de bouclier. On est à 50-50, ce qui n'est pas si mal, mais en revanche, ça crée du clivage. Donc ça risque de ruer dans les brancards très fort à l'Assemblée entre le LFIs d'un côté et les LR de l'autre. Moi, si je suis à Bercy et que je vous entends ce matin, je me dis, oui, on y va. Bon, c'est le moins pire, si j'ose dire, en termes d'opinion publique. Que 5,7 milliards. Enfin, ça commence à être un montant. Regardez les taxis, ça a rapporté 300 millions et ça a finalement mis le feu et contraint Bayrou à les rencontrer. Donc, Année blanche, vous partagez l'avis de Pierre Moscovici qui nous disait... alors, on sait que c'est efficace, mais c'est pas d'abord un fusil qui peut tirer beaucoup de coups. Et puis c'est quand même le niveau zéro du courage politique et de la vision prospective. Je suis pas d'accord. Alors, comment ça, pas alors d'abord, très rapidement, parce que Robin sera beaucoup plus pointu que moi là-dessus, mais déjà, tout ce qui touche à Pierre Moscovici sur ce sujet-là, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, on va mettre de côté, parce que sinon on a envie d'éclater de rire, parce que c'est quand même une grande blague que ce monsieur nous vienne comme ça d'un coup nous donner des leçons sur le fait qu'il fallait serrer la vis, etc. Non, moi je suis très étonné en tant que chef d'entreprise qu'on n'ait pas commencé déjà par faire ça à un moment donné, cette année blanche. C'est-à-dire juste, on gèle. Il y en a eu des années blanches. C'était préconisé par le rapport Febro. Je suis ce que disait Robin. C'est-à-dire qu'avant qu'on se fasse taper sur les doigts très fort, la logique aurait été à un moment donné que déjà ce premier coup de semonce, vous dites manque de courage politique, on est d'accord, mais c'est pas un manque de courage politique. Il n'y a pas de majorité politique. Donc le courage, vous pouvez en avoir, vous irez droit dans le mur. François Bayrou peut se dire, j'ai 80 ans bientôt, j'en ai rien à faire d'être réélu, je suis un homme d'État, je laisserai ma trace, je vais sauver la France. Allez, 2 jours après, il dégage et on met quelqu'un d'autre à sa place. Donc c'est quand même important, à un moment donné, ce gel. Je sais que ça va piquer les Français, et en particulier les Français les plus modestes ou ceux qui ont moins de moyens. Et ce gel-là, les écarts, c'est comme une hausse d'impôt, les faits. Oui, mais Nicolas, c'est de l'argent en moins pour les gens. On continue dans un pays comme le nôtre à revaloriser, à se dire on peut continuer. On va pas changer notre façon de vivre. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le déficit est l'excédent de déficit est principalement dû à ce qu'on a fait pendant la période du Covid. En vrai, la France s'est extrêmement endettée à ce moment-là pour que les Français n'aient rien à subir par rapport aux Hollandais, par rapport aux Allemands, par rapport aux Autrichiens dont parlait Robin tout à l'heure, les fameux Nine. Moi qui ai quelques liens avec les Pays-Bas, je peux vous garantir qu'ils en ont pris plein les dents là-bas. Enfin, ils se sont battus. Pas de chèque énergie. Voilà, pas de chèque énergie, l'inflation à 14%, 18%. Enfin, bon. Donc, juste commencer par ça aurait été, oui, c'est pas suffisant. Mais déjà, ça fait 1 an qu'on aurait dû le faire, et c'est là-dessus qu'un homme politique aurait pu peut-être faire le lien entre ça et la suite que Robin disait tout à l'heure, c'est-à-dire faire des vrais efforts structurels sur la dette primaire. Mais effectivement, il y avait probablement une façon de raconter l'histoire en disant que il fallait payer cette facture de Covid parce qu'elle avait été effectivement très 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 atténuée et on a eu des niveaux d'inflation 2 à 3 fois inférieurs par rapport à certains de nos voisins. Année blanche, on y va et ce sera... C'est pas l'année blanche qu'il faut faire, c'est la double décennie blanche pour aller chercher 150 milliards avec 5 milliards. Pas ça avec un grand génie pour voir que ça suffira pas, quoi. L'année blanche suffira pas. Ça suffira pas. C'est un signe qui est bien trop insuffisant pour empêcher un accident de crédit parce que on va faire 5 milliards sur 150 et ça va créer un psychodrame politique monstrueux. On voit qu'ils osent pas toucher à l'abattement pour les retraités qui là pour le coup est une mesure quasiment équivalente. 4,3 c'est un peu moins, 4,6 mais c'est une mesure qui pourrait rapporter beaucoup, mais on voit bien que personne n'ose trop l'avancer réellement et c'est encore une fois pas du tout les ordres de grandeur qu'il faut. Il manque un zéro. Il manque un zéro et faire les ordres de grandeur dont je parle, c'est moins 5% sur les retraites, c'est moins 5 ou moins 10 sur les dépenses de santé, c'est moins 5 sur le traitement des fonctionnaires, sur les salaires et traitement des fonctionnaires. C'est ça qu'il va nous falloir passer, par quoi on va devoir passer. Et donc très bien pour faire des mesures comme ça. La pression fiscale est en train d'augmenter de manière énorme, vous l'avez dit, la CDHR, la CEHR. Il faut bien voir qu'il n'y a jamais autant d'argent qui est en train de quitter ce pays. Moi, j'ai la chance de connaître un certain nombre de gens qui sont riches selon les standards de leurs voisins. Et ces gens-là sont en train de partir. Alors, il n'y a pas qu'en France. Au Royaume-Uni, il y a un exil fiscal monstrueux. Mais en France, vous avez une déperdition de la base fiscale qui est extrêmement rapide. Donc, on peut continuer d'aller caler des passages à 20
saboter la flat tax pour la remonter à 20%, ce qui était le principe de la contribution sur les hauts revenus. On peut continuer de saboter ça. Ça ne fait qu'amoindrir la base fiscale et ça ne fera qu'accélérer le problème. Donc, voyons bien. Sur l'année blanche, sur l'année blanche, tout ce qui touche aux retraités, pour répondre à ce que disait Stéphane aussi, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Bon, il y a une question d'équité fiscale, d'équité perçue, de sentiment du président des riches. Rappelez-vous, hein, c'est la manière dont est perçu Emmanuel Macron par les Français. Et puis, il y a les retraités. Les personnes qui subissent... Alors, dans ce que disait Robin, geler déjà, les retraités ne veulent pas en entendre parler. Les retraités, ce sont les électeurs. Je le résume parce que ce sont les électeurs tout court. C'est-à-dire que quand vous avez les retraités avec vous, vous avez quand même de très bonnes chances de gagner une élection présidentielle, ou des élections législatives, parce que eux, ils votent à fond. Ils y vont, ils sont très nombreux, et ils votent quasiment à 100%. Les jeunes, ça ne vote quasiment pas, ou très peu. Alors, à une présidentielle, un peu, mais sinon, ça vote très très peu. À une présidentielle, c'est 1 sur 2 à peu près. Et donc, toucher aux retraités, c'est très compliqué. Et surtout, les retraités, c'est l'électorat de ce gouvernement. C'est l'électorat d'Emmanuel Macron. Si les retraités n'avaient pas voté en 2022, c'est Marine Le Pen qui serait présidente de la République aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un pan entier de l'électorat qui pèse extrêmement lourd, notamment sur l'électorat du centre et de la droite. Et donc, c'est sans doute ce qui les retenait d'aller jusqu'à présent sur des mesures qui seraient perçues comme négatives pour ces retraités. Bon, il n'y a pas de solution, c'est juste le corner total. Donc, politiquement, tu ne touches pas aux retraités, tu vas gentiment laisser la jacquerie fiscale arriver, le consentement à l'impôt se déliter, et effectivement, essorer définitivement la patience des 53% de créanciers étrangers de la France. Et l'histoire va mal finir. Scénario positif. Positif de Robin. Voilà. Bon, mais non, mais tout le monde sera, à la fin, les gens seront soulagés. Il n'y a rien de pire d'un point de vue psychologique que l'attentisme. C'est vraiment la situation la pire. Vous savez que quelque chose va arriver, mais vous ne pouvez pas agir. D'un point de vue psychologique, les psychiatres expliquent que c'est la pire solution. Ça fait beaucoup d'épargne. Ça fait beaucoup d'épargne du coup, parce que les gens épargnent parce qu'ils... Ah oui, mais moi je rebondis sur ce que disait Robin par rapport aux épargnants et aux investisseurs que je pratique. Il y a évidemment cette peur fiscale, mais il y a aussi ça qui fait que beaucoup de gens commencent à s'intéresser à partir de France, les détenteurs de patrimoine ou d'épargne. De peur qu'on vienne leur... Parce qu'on ne sait pas. Et ça fait des années qu'on je le dis sur ce plateau, le pire pour un investisseur, c'est pour ça que les Français épargnent, c'est qu'ils ne savent pas. Vous leur dites, vous allez vous faire taper dessus, ils sont comme tout le monde, ils vont gueuler, ça c'est les Français, mais derrière ils vont s'y mettre. La France, c'est quand même un pays de travailleurs, de productivité, etc., etc. En revanche, les investisseurs, eux, le pire, c'est ça. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est on ne sait pas, ça va nous tomber dessus, et on sait que ça va nous tomber dessus, donc on essaie de se barrer avant le moment où ça va tomber. Quelle ambiance.